Bonjour, c'est Rémi. Et bien sûr que votre enfant ne vous obéit pas. Bien sûr, c'est comme ça avec toutes les mamans qui commencent et qui n'ont pas forcément une autorité naturelle, qui ont peut-être une difficulté, qui ont un rapport avec l'enfant d'égalité, d'une certaine manière. Son avis valant autant que vous vous dites que peut-être, il peut ne pas avoir à obéir. Or, c'est pour ça que je vous ai posé la question. Qui est le capitaine à bord? C'est bien vous. Donc, si vous voulez, si vous dites il ne m'obéit pas, quand je lui explique, eh bien, s'il ne vous obéit pas, c'est non pas lui qui est en cause, mais c'est vous, puisqu'en réalité, vous devez être obéi. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est difficile parce que il ne le fait pas spontanément et donc ça m'amène à une attitude que je n'aime pas. Eh bien, vous pourriez peut-être, alors nous allons le faire dans l'accompagnement, on va vous en parler, mais d'une part, c'est vous qui êtes le commandant de bord ou qui êtes le capitaine à bord, et donc vous devez vous faire obéir, quoi qu'il arrive. Le moyen que vous allez employé pour y arriver peut être variable. C'est-à-dire que vous allez utiliser tantôt une autorité ferme et qui ne se justifie pas, tantôt vous pourrez expliquer éventuellement. En général, il ne faut pas commencer par les explications, il faut commencer par être ferme et obtenir les choses, c'est vous qui décidez. Et puis, par ailleurs, il y a, et c'est ça qui est pour nous le plus important, une manière de présenter les choses et d'emporter les choses comme le chef d'orchestre, si vous voulez, ou l'organisateur. L'organisateur d'un groupe, il emmène son groupe avec une telle énergie, une telle positivité que l'enfant ne peut pas résister. Alors il faut éviter d'aller vers du conflit qui vous emmènerait vers une guerre de position, qui serait longue et fastidieuse, qu'il faut parfois avoir avec l'enfant, parce qu'il n'est pas question qu'on abandonne son autorité, qu'on abandonne son enfant, parce que si on abandonne son enfant sans autorité, ça veut dire qu'il va aller au-devant de graves problèmes, et ça peut le conduire très très loin dans l'échec. Donc il est impératif que vous mainteniez votre autorité ou que vous la développiez, et pour ça il y a plusieurs moyens. En particulier, je crois qu'il est bien de suivre ce que nous disons sur le site, et spécialement créer des activités qui peuvent l'intéresser. Et puis, quand ça ne va pas, quand il n'écoute pas, vous lui dites, écoute, moi je ne peux pas faire cette activité avec toi si tu as ce jouet avec toi, parce que ce n'est pas possible. Nous sommes en train de faire une activité qui, par exemple, nous allons aujourd'hui créer des papillons. Nous allons multiplier des larves, nous allons faire un atelier où nous allons multiplier des papillons, ou alors des coccinelles, ou alors des alevins. Donc ce sont des activités pratiques que vous pouvez faire dans la maison ou en extérieur. Et à ce moment-là, vous dites à l'enfant, on fera cette activité aujourd'hui comme on l'a fait hier, à condition que tu te conformes à un certain nombre de choses. Il n'est pas question qu'on le fasse avec ce jouet en main. Tu regardes ce que tu fais soigneusement et tu t'appliques et tu n'as pas un jouet en main parce que ce n'est pas compatible. Il faut que tu fasses ça. Sinon, on ne fera pas cette activité, on fera autre chose. Vous voyez? Donc, ce n'est pas simplement lui dire tu fais ce que je te demande, mais tu fais ce que je te demande pour pouvoir faire une autre chose. Accompagnez ce que vous faites, vous prenez en main, accompagnez votre enfant dans des activités qui l'amènent à vous écouter davantage. Et puis, c'est pareil pour le travail lui-même. Quand il n'y a pas d'activité, eh bien, vous présentez les choses de telle manière que ça va être une aventure, un challenge pour lui, un jeu, mais on ne le fera pas s'il n'est pas suffisamment obéissant. Vous voyez? Et s'il ne veut pas obéir, c'est pas grave. Vous dites très bien, tu ne veux pas obéir, moi non plus, je ne vais pas faire ce que j'ai à faire. Et ce midi, je ne te ferai pas le repas, tu te débrouilleras. Mais tu n'auras pas le droit d'accéder au frigo, bien sûr. Je ne te ferai pas de repas, moi je vais manger, je vais faire la cuisine pour moi toute seule. Si tu ne joues pas le jeu, si tu ne fais pas ton travail à bord du bateau, moi je ne ferai pas le mien non plus. Vous voyez? C'est simple avec l'enfant. Mais de cette manière, il peut comprendre qu'il y a un rapport d'équité et qui l'oblige à faire ce qu'il a à faire. Et c'est tout à fait naturel, c'est tout à fait normal. Bon. Vous voyez, donc sous ces deux aspects-là, vous pouvez déjà le débloquer. Lui expliquer, c'est un mot que vous employez et qui, précisément, nous ramène à ce que je disais au début. Expliquer, pas forcément. Vous savez, le capitaine, il n'a pas à s'expliquer devant ses hommes. Et vous n'avez pas à vous expliquer devant votre enfant. Vous faites les choses comme vous le souhaitez, c'est comme ça que ça se passe. Quand, par exemple, un réalisateur fait faire une scène à des acteurs, il n'a pas à s'expliquer pourquoi. Éventuellement, il le fait si ça lui fait plaisir, mais il n'est pas obligé. Il dit, on va faire cette scène, tu fais ça, tu vas te mettre devant la caméra à tel endroit, et puis à un moment, tu vas dire ça. Et tu le fais en regardant vers l'horizon. L'acteur n'a pas à dire pourquoi. Éventuellement, si c'est une star, il peut exiger une explication, mais en principe, le réalisateur n'a pas à l'expliquer. Il peut même lui dire, écoute, je préfère ne pas te le dire parce que si tu le sais, ça va fausser complètement l'effet que je recherche dans mon film. Je préfère que tu ne le saches pas. Fais juste ce que je te demande, de manière presque automatique, sans te poser de questions. Et là, la scène sera parfaite. C'est pareil avec votre enfant, vous n'avez pas à lui expliquer tout. Et d'ailleurs, nous le disons sur le site, si vous expliquez tout à votre enfant, un jour il aura un problème parce qu'il y a des choses qu'il ne va pas comprendre dans la société.
Et si il ne comprend pas, il va peut-être être en révolte, en rébellion. Et alors là, les problèmes pourraient arriver. Il y a des tas de choses dans la vie, on ne comprend pas, mais on est obligé de les faire. On n'a pas expliqué, si vous voulez, le feu rouge. Le feu rouge, oui, on peut l'expliquer, mais parfois il y a des feux rouges et on ne comprend pas très bien. Et pourquoi est-ce qu'on s'arrête? Oui, moi, si je ne comprends pas, je ne vais pas m'arrêter au feu rouge. Je vais passer, je vais griller le feu. Et là, j'ai un accident de voiture qui peut être mortel. Vous voyez, donc, faire attention, il ne faut pas fournir tout le temps l'explication de l'enfant. L'explication peut être bonne, l'explication peut être néfaste à partir d'un certain degré. Il y a des choses à comprendre, des choses à ne pas comprendre. Si vous allez dans un dojo au Japon, vous apprenez le tir à l'arc, je peux vous garantir que pendant les premières semaines, vous n'aurez pas un mot à dire. Il n'y aura pas de questions à poser. Parce que, avec les vrais maîtres et les anciens maîtres, on vous dit, vous pratiquez, quand vous arrivez à un certain niveau, vous pourrez commencer à comprendre et on commencera à vous donner éventuellement des explications. Et souvent, ça prend des années et des années. Et autrefois, ça prenait 10, 15, 20 ans avant d'avoir le droit de poser une question. Donc, c'est pourquoi? Parce qu'il est important que l'enfant travaille en se délestant des questions pour mieux exécuter. Vous savez, la question, ça introduit le doute. Et le doute, c'est extrêmement néfaste pour la réussite des choses. Je vais vous donner des exemples. Moi, j'ai connu des mineurs, des démineurs qui faisaient un travail en Irak. Eh bien, ils m'expliquaient que quand ils faisaient leur travail, il était impératif qu'ils soient très concentrés sur ce qu'ils font et surtout qu'ils ne soient perturbés par aucune autre question. Et donc, ils n'avaient pas le droit d'aller en mission s'ils avaient une algarade, un problème ou une mauvaise nouvelle venant d'Europe. Donc, avant d'aller en mission, on leur demandait toujours, est-ce que ça va, est-ce que tu es bien dans ta tête? Est-ce que tu es propre? Parce que s'il y a une tension, aujourd'hui tu es exempté, tu seras payé quand même, hein, tu restes au camp, il n'y a pas de problème. Mais il vaut mieux pas que tu y ailles. Parce qu'il y a des moments, c'est extrêmement dangereux, il y a vraiment des matériels aujourd'hui extrêmement dangereux, très difficiles à déminer, et il faut faire le vide dans sa tête, il ne faut absolument pas penser à autre chose. Il ne faut pas se poser de questions, il ne faut pas commencer à se dire pourquoi je fais ce métier. Si vous commencez à vous poser cette question-là devant une mine, vous voyez, c'est extrêmement risqué. Et bien l'enfant c'est pareil, à un autre degré évidemment, mais vous comprenez l'image. Si l'enfant commence à se demander pourquoi est-ce que je dois prendre une table de multiplication, c'est foutu. Il n'apprendra pas, il va remettre en cause. Vous savez, toute la déchéance de notre Occident vient de là. À partir du XVIe, XVIIe siècle, on a commencé à remettre en cause des choses. Je veux comprendre, je veux savoir. Un peu comme Adam et Ève devant l'arbre de vie. Oui, mais moi je veux savoir pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi je ferais ci, pourquoi je ferais pas ça. On commence à se poser des questions et donc à se mettre en avant. Pourquoi je. Et l'Orient nous dit non, mais tu oublies tes questions avec tes jeux et ton ego. Il n'y a pas de jeu là-dedans. Il y a accompli. Ensuite, quand tu atteindras la maîtrise, quand tu seras en haut de la montagne, tu pourras commencer à regarder le paysage et te poser des questions. Pour l'instant, tu accomplis. Alors, c'est pas systématique, bien sûr, parce que on ne peut pas exiger que l'enfant soit un petit soldat tout le temps, mais il faut parfois l'exiger. Et parfois, il est très très bon que l'enfant soit un petit soldat qui ne se pose pas de questions. Hein. Alors, on est contre la culture de l'obéissance systématique au gouvernement, etc. Bien sûr, évidemment, parce qu'il faut du discernement au bout d'un moment. Vous voyez, il faut un discernement, et quand on est adulte, on sait très bien qu'il y a des gens à qui il ne faut pas obéir. Bon. Mais quand on est au stade de l'apprentissage, dans tous les métiers, dans tous les arts, il faut passer par cette phase où je ne pose pas de questions, j'exécute, même si mon geste est manqué. Quand on fait du tir à l'arc au Japon, si vous lisez un petit livre qui est merveilleux, qui s'appelle le Zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc, de Erigel, qui est un petit auteur inconnu, il a fait qu'un seul livre, qui est un Allemand, je crois. Il a fait un très beau petit livre, et il explique ça très très bien. Si je me pose des questions, mon tir à l'arc sera raté. Et il explique que beaucoup d'Occidentaux qui vont au Japon croient que le tir sera réussi s'ils mettent la flèche au centre de la cible. Et beaucoup se sont fait rabrouer par le maître en disant « Tu as complètement raté ton exercice. Tu as mis là ton ego, tu as voulu atteindre l'objectif, tu as voulu atteindre le cœur, et c'est pas du tout l'exercice. Donc tu t'es projeté dans un... Tu as voulu capter la réussite, et tu as prostitué ton geste. » Oui, c'était une accusation très très grave, ça va loin. Non, mais vous n'avez pas à agir. Si vous agissez comme ça en vous saisissant du résultat, vous n'aurez jamais le cœur pur. Donc, peu importe que la cible soit atteinte, c'est pas ça qui compte. Au début, ce qu'on vous demande, c'est de bien accomplir le geste avec la bonne respiration et le dépouillement intérieur. Et si vous faites le geste correctement, alors, éventuellement, il y aura un bon résultat. Et plus vous le ferez, plus le résultat sera bon. Mais le résultat, c'est secondaire. Vous n'avez pas à le préempter. Vous voyez, c'est comme ceux qui disent, oui, ce qui va se passer, Dieu va certainement faire ci, faire ça. Non, on n'a pas à préempter ce qui va se passer. Il arrivera ce qu'il arrivera. Tout ce qui compte, c'est que nous ayons fait notre devoir. Après, il y a la victoire ou la défaite, mais ça n'est pas grave. Vous voyez, c'est ce que disait Jeanne d'Arc aussi. Il disait, les hommes se battent, Dieu donne la victoire. Les hommes n'ont pas à spéculer sur la victoire. Alors, encore une fois, ça peut arriver qu'on discerne quand même s'il y a une chance d'avoir une victoire. C'est ce que je dis souvent, on ne déclenche pas des guerres si on est persuadé qu'on
qu'on va la perdre, ou qu'il y ait même des chances qu'on la perde. Hein. Une guerre, c'est suffisamment atroce pour que ça ne dure pas. Et donc, il faut être sûr de la gagner en très peu de temps. Si jamais, il faut la déclarer. En situation, par exemple, d'agression d'un pays extérieur, il faut se défendre. Bon, on est obligé de déclarer la guerre, on se défend. Si on ne veut pas que les populations soient bombardées pendant des années et des années, il faut être sûr de gagner la guerre tout de suite. Donc, il faut un certain discernement sur ce qui va se passer. Néanmoins, une fois qu'on a pris cette résolution, on s'engage à fond et sans se remettre en cause sans arrêt par rapport au but à atteindre. Et c'est ce que nous enseigne l'Orient dans les arts martiaux. Je fais ce que j'ai à faire maintenant et je ne suis pas maître de ce qui peut arriver. Je ne suis pas maître de tout ce qui peut arriver. Je fais tout mon possible pour que les choses se passent bien, mais peut-être qu'effectivement je n'y arriverai pas, peu importe. Au moins j'aurai donné de moi-même. L'enfant c'est pareil. L'enfant doit apprendre à donner de lui-même avant d'interférer avec son ego. S'il commence à mettre son ego et à contester votre autorité, alors déjà, il y a toute une part de gaspillage en lui. Donc on va lui réapprendre une obéissance. Comme on ne peut pas lui apprendre cette obéissance, comme je viens de vous l'expliquer, on va passer par du plaisir, bien sûr, et puis des défis. Le défi va introduire la difficulté peu à peu. Je parie que tu n'es pas capable de faire telle ou telle chose, dit-on à l'enfant. Aussitôt, celui-ci a envie de vous prouver qu'il y arrive. Vous voyez, donc, ça sont des choses dont on va vous parler. Mais je crois qu'il est très important de ne pas admettre que l'enfant se pose trop de questions, et la question qui est le début de la fin, la question au sujet de votre autorité. Qui es-tu toi pour me demander ce que j'ai à faire? Tu n'es que ma mère après tout. Vous voyez, alors ça c'est très grave. Parce que là, à ce moment-là, le contrat moral, il est mort, et vous n'avez plus aucun moyen d'action sur l'enfant. Il faut vraiment prendre une autre stratégie complètement. On peut en parler, mais je sais que vous n'en êtes pas là. Mais nous avons des parents qui en sont à ce stade, où le jeune adolescent dit « Mais t'es qui toi? T'es que ma mère, t'as rien à me dire. » Alors là, c'est très très grave. Donc il faut tout arrêter à ce moment-là. Bon, pour ne pas en arriver là, il ne faut pas amener l'enfant à remettre en cause votre autorité. Et donc il faut que votre autorité soit nette, claire, inflexible, indiscutable. Vous voyez? Et ça, c'est indispensable pour la survie morale de l'enfant, mais aussi pour sa carrière, pour son avenir. Si vous introduisez ce doute-là, vous avez la Révolution française, c'est-à-dire une rébellion qui n'a pas de sens et qui met l'ego avant toute chose et qui ouvre à toutes les manipulations. Et la démocratie moderne, c'est ça. Les individus croient qu'ils ont pu remettre en cause le roi, que dalle, en fait. Ils ont été entièrement manipulés par des gens qui ont agité leur ego. Vous avez des droits, vous êtes des esclaves, il faut sortir de là, vous avez des droits. On leur a bourré le crâne avec des droits. L'égalité, des rêves de ce genre. Ça a conduit au désastre actuel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les individus ont moins de droits, sont moins bien nourris, ils ont moins de liberté, ils ont plus de taxes, voilà, ils sont beaucoup plus en prison. Hein, j'ai toujours, il y a pratiquement, il y a plus de 400 centres de rétention, centres de détention en France. À l'époque de la Révolution française, il y avait 4 places fortes. Vous voyez, donc 4 contre 600, c'est pas pareil. Donc on nous parle de liberté aujourd'hui, on n'a jamais été aussi peu libre qu'aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est pareil, dans l'existence de l'individu, dès lors qu'on introduit des questions comme ça, et c'est ce que fait le marxisme hein, dans les syndicats, etc., on commence à dire, oui mais révoltez-vous, en tant qu'immigré, vous avez le droit à plus de choses, oui mais en tant que salarié, vous avez le droit de vous rebeller, vous avez le droit... Vous voyez, c'est se servir de choses qui... Bien sûr qu'il y a des droits, les individus ont des droits, etc., mais s'en servir à des fins délétères et de sabotage, de subversion, etc. Il ne faut pas que cet enfant, notre enfant, soit contaminé par ça, par l'esprit de subversion, qui est un très grand danger pour les parents dans la société actuelle. Voilà, bon, j'ai été un peu long, 13 minutes, c'est un peu long, excusez-moi, 14 minutes bientôt, mais on parlera de tout ça dans l'accompagnement et on va vous donner tous les trucs pour faire. Déjà, ces premiers pas que je vous ai indiqués sont des très très bons outils. Alors on peut en reparler si vous voulez. À bientôt Anaïs, au revoir.